La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire. Ouh. Non, là. Bon, ça sent la fatigue, d'accord, mais quand même, quoi. Ah putain, c'était la dernière de la saison, c'est ça? On a perdu Guillaume. J'ai essayé de respirer ma salive, ça marche pas bien. C'est ça. Coucou les gens, je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, nous allons parler de bande dessinée. C'est notre dernière... C'est la dernière émission de la saison. Et le mec, il me fait un ouf. Mais non, mais c'est... Ouf. Vous notez quand même que même malgré le manque d'inspiration, j'arrive à trouver des conneries différentes, nulles, hein, je l'admets, à chaque fois. Ceci dit, on a notre titre. Ouf. Ça peut être un titre. Le dictat carambar. On trouvera sans doute mieux d'islam. Mais je disais dictateur, cœur sont des mots qu'on utilise trop en titre. Non, faut arrêter ça. Faut qu'on passe à autre chose, qu'on se renouvelle un peu. Voilà, victime par exemple pourrait être intéressant comme mot. Charnier. Ouais, c'est ça. Que ça revienne plus souvent. Mais on va parler de bande dessinée. Ouais, c'est bien. À commencer par notre archiviste préféré, Jérôme. C'est le seul, hein. C'est ça, c'est pour ça que je suis le préféré d'ailleurs. Heureusement. C'est pas faux. Et tu vas nous parler de quoi? Du journal d'un solitaire. Ah, ouais, Comme un archiviste au fond de sa cave. Ok, moi je vais vous parler de Spirou chez les fous, parce que c'est Spirou. Et que dès qu'il y a Spirou, bah, j'en parle. Même si je me rends compte qu'il y en a un que j'ai zappé, parce qu'il est déjà plus dans les bacs, que j'ai pas fait, le dernier. Et Thierry, tu vas nous parler de D'un élève, Damien. la malédiction. C'est ça. Non, Damien l'empreinte du vent. Hein, Damien, c'est... l'empreinte du vent, oui, rien à voir. Voilà, ok. Et Guillaume, Tome 2 de Hawkmoon. tu nous replonges dans notre enfance. C'est beau. Et on va tenter. Là, ça a été improvisé en 2 minutes. On va pas tenter. C'est le défi. On va essayer de finir la saison sur un œil sur Diablo 4 partie qui doit être court. Ouais. Mais court. Ouais. Si tu parviens à remplir ce défi, franchement, bravo. C'est tout, bravo, juste bravo. On se jette dans les bras, on lance le générique de fin tout de Excuse-moi, suite. si tu me mets pas une plus grosse carotte. On lance le générique de fin tout de suite. Pas ça, comme ça. Toussez, monsieur, toussez. Oui, c'est la dernière de la saison. On reviendra. Alors, on avait prévu de faire un enregistrement fin août, mais ce sera plutôt début septembre. On sait pas quand encore. Mais début septembre, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord sur. Mais dans le courant août. Courant août, c'est compliqué. Voilà, pour moi. Donc. Te casse pas, je t'expliquerai. Enfin, t'as l'impression de voir Thierry Lhermitte dans Les Bronzés, quoi. Journal d'un solitaire de Catalina Bou chez la cafetière pour 19 €. Catalina Bou, c'est une des dessinatrices phares de la bande dessinée chilienne. Vous allez me dire, il y a de la bande dessinée au Chili? Il y a de la bande dessinée au Chili? Oh, c'est beau. Quel lancement. Non, c'est beau. Ouais, c'est beau. Il y en a sans doute pas beaucoup, effectivement, de la bande dessinée chilienne. Il y en a quand même manifestement un petit peu. Et Catalina est une des personnalités qui représente un petit peu de cette bande dessinée qui, pour nous, serait de la bande dessinée alternative. Elle a publié cet album en 2014 et 2015 sous la forme de 2 albums différents que la cafetière a décidé de publier en un seul volume. Alors, c'est l'histoire, Est-ce une histoire? Ouais, est-ce une histoire? C'est peut-être autobiographique, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être autobiographique, en tout cas, c'est l'histoire d'un homme qui n'a qu'un seul plaisir dans la vie, la procrastination. Donc, c'est une solitaire, donc. ode à la procrastination. Exactement. Et ici, il aime bien bouffer aussi, voilà, mais tout seul, dans son lit. Parce que quand même, son meilleur ami, c'est quand même son lit, malgré tout. Mais il faut pas qu'il y ait de miettes. Hein. Non. Alors après, ce qui est... Bon, soyons clairs. En termes de dessin, si tu peux nous mettre la caméra, s'il te plaît. Parce que, soyons clairs. Voilà. En termes de dessin, c'est quand même un peu particulier. On parle peu de BD indépendante ici. C'est peut-être un tort. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il n'est pas droit, lui?
Touche pas. Ouais, t'as dû toucher un truc. Parce que t'as fait tomber la caméra tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. Donc, du coup, on parle peu de BD indé. C'est peut-être l'occasion d'en parler un petit peu avec un univers graphique qui est assez étranger à ce que l'on traite habituellement dans ce podcast. Donc, on est sur du monochrome. On est sur des dessins assez simples. Peu de décors. Certains diraient qu'un enfant de 10 ans pourrait dessiner comme ça. Voilà. Au-delà de ces qualités graphiques qui sont ce qu'elles sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est intéressant, on est sur des petites histoires en 2 ou 3 pages. Et ce que je l'ai trouvé intéressant, et ce qui m'a touché moi dans cet album, c'est qu'on peut tous s'y retrouver en fait. On peut tous s'y reconnaître. À un moment ou à un autre, il y a une réflexion dans cet album. Vous dites: ah ouais, mais j'ai pensé ça aussi. Des excuses bidons pour aller au boulot. Alors, je dis pas qu'on l'a fait. Je dis qu'on y a forcément tous pensé. Des excuses bidons pour aller au boulot. Qu'on n'ose pas admettre. Qu'on n'ose pas admettre. Au supermarché, la vieille dame qui vous passe devant, qui grille tout le monde et qu'on insulte, dans sa tête, bien sûr. Les chaussettes qu'on retrouve pas quand on fait sa lessive. Enfin bon, voilà. On est sur des tranches de vie, mais des tranches de vie vues par un personnage qui n'aspire qu'à glander dans son lit et à en branler le moins possible. Voilà le pitch. Et moi, je trouve que c'est intéressant de découvrir un petit peu la bande dessinée internationale, de découvrir ce qui se fait ailleurs, de découvrir des artistes qu'on n'aurait certainement pas découvert sans des maisons d'édition comme ça, comme La Cafetière, qui prennent un risque, très clairement, à aller chercher des auteurs dans des pays sud-américains qui sont complètement inconnus chez nous, avec un style graphique qui est très très particulier. Mais je trouve qu'il faut encourager ces initiatives internationales et ces initiatives qui permettent de faire découvrir en France des auteurs qui seraient complètement restés inconnus. Vous me direz que peut-être on perd pas grand-chose, j'en sais rien, mais c'est subjectif tout ça, messieurs. Guillaume. Je vais être très très rapide jusqu'à ce qu'il me refasse le pitch là. Je l'ai lu il y a 2 jours. Jusqu'à ce qu'il refasse le pitch, j'avais complètement oublié le bouquin en fait. C'est pas ma cam. C'est rigolo 2 secondes, mais en fait, ça ne m'a laissé quasiment. Enfin, 2 secondes, non. Si, j'ai rigolé pendant tout. Sur plusieurs anecdotes du bouquin, mais en fait, ça ne m'a laissé aucun souvenir. Donc, je sais pas trop quoi penser du bouquin, du coup. Thierry. J'ai un peu la même sensation, peut-être moins exacerbée, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que j'y suis allé franchement à reculons. C'est-à-dire que j'avais envie d'y rentrer, mais en sachant très bien que c'était quand même très 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 casse-gueule pour arriver à en faire quelque chose de bien. Et bon, malheureusement, ce qui devait arriver entre guillemets. Il y a quelques planches qui m'ont fait rire, il y a quelques sujets qui m'ont fait rire. Effectivement, comme tu le disais, tôt ou tard, il y a un moment où on tombe sur une planche, c'est un peu nous, ou c'est un peu quelqu'un qu'on connaît, ou c'est un peu nous et quelqu'un qu'on connaît, ou c'est J'ai un ami qui... c'est un peu nous, et on a fait ça à quelqu'un qu'on connaît. Bon, alors par contre, juste un truc, si vous vous reconnaissez dans toutes les planches, consultez. Oui, clairement. Là, on a un souci. Non, mais voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui relève du carnet de croquis de petites idées et qui ont finalement été compulsés, un peu sur le principe d'un blog à l'époque, à la grande époque des blogs, et ce qui relève de réellement un travail de bande dessinée. Et moi, c'est ce qui me dérange, façon de parler, ça me dérange pas, mais ça me semble être plus une compilation d'un blog que réellement une bande dessinée. Je sens que Pied vote. Bingo. Vote comme moi. Par contre, moi, le dessin m'a pas déplu. Et je trouve que ça correspond parfaitement au propos. Et ça correspond parfaitement à un blog. C'est-à-dire, on est sur quelque chose de relativement rapide. Il faut que le personnage soit identifié, que les éléments soient identifiés. On est dans quelque chose de simple, mais finalement un petit peu caricatural, mais bien réalisé. Voilà, moi, le dessin m'a pas du tout déplu, bien au contraire. Alors, il me semble avoir lu que ça venait d'un blog. Faudrait vérifier dans les faits. Alors moi, c'est que j'ai eu un regard intéressant, parce que bien sûr, je suis allé par curiosité, parce que je m'intéresse un peu à la bande dessinée indépendante. Je m'intéresse à la bande dessinée internationale. Quand je vais dans n'importe quel pays, le premier truc que je fais, c'est d'essayer de trouver une bande dessinée locale, ce qui n'est pas toujours évident. Que tu achètes ? Ouais. Et que tu ramènes ? Ouais, j'en ai plein. Ah. J'en ai plein. On a même ramené de certains pays où j'ai pas été. Et c'est vrai que
au début, je me suis dit, bande dessinée chilienne, etc. Mais en fait, non, c'est pas de la bande dessinée chilienne, c'est de la BD de blog comme ça a été fait dans les années 2000. Ça m'a pas. Graphiquement, effectivement, c'est un côté très light en termes graphiques, mais il y a eu des Français qui avaient un peu ce style de dessin sur du blog, etc. Il y a eu des albums publiés avec des dessins très lâchés dans la collection de Trondheim, par exemple. Tu vois, je pense à Frontico, les trucs comme ça. Voilà, tu retrouves ce genre de truc. Alors là, oui, effectivement. Et puis, ça traite de petites problématiques du quotidien, comme beaucoup de blogs qui traitaient de petites problématiques du quotidien. Et donc, j'y ai trouvé les qualités de ces BD de blog, c'est-à-dire que tu t'y reconnais, il y a des choses qui te font sourire. Et les défauts de ces recueils d'albums de blog, là ils ont même joué jusqu'à mettre un marque-page là au milieu, genre luxe, tu vois. Donc ces défauts d'albums de blog qui sont que lire une petite histoire toutes les semaines quand il y a un nouveau truc, ça te fait plaisir et ça te fait rigoler. Les enchaîner toutes d'affilée, tu te dis, mais au bout d'un moment j'ai peut-être déjà lu cette histoire-là en fait. Et c'est un peu le risque de ces compilations-là, qui pour le coup ont peut-être un intérêt patrimonial. Parce que je connais pas l'état de la BD chilienne, il y a peut-être des tonnes de trucs, on n'en sait rien, j'y connais rien, donc ça a peut-être un sens d'un point de vue patrimonial, parce qu'apparemment ça a été un putain de succès au Chili, ça s'est très bien vendu, mais au-delà de ça... C'est peut-être une problématique au Chili, la glandouille. Ouais, je sais pas, mais au-delà de ça, non, Chili, voilà. ça vient de dire quelque chose, non Allez, pom pom. C'était mauvais, mais bon. Et en plus, je trouve la couverture vachement bien. Elle est belle, cette couverture. Ouais. Je trouve. Elle marche. Oubapesque. Oui, moi j'adore ce genre de truc. Donc voilà. Journal solitaire, j'ai trouvé ça intéressant, mais je manque de contexte pour savoir comment me positionner vis-à-vis de cette bande dessinée, au-delà du fait que ce soit un recueil de dessins de blog, quoi. Voilà. Donc, c'est le journal d'un solitaire de Catalina Bou chez La Cafetière pour 19€. Spirou chez les fous de Jules au scénario, Libon au dessin, Alex Doucet à la couleur chez Dupuis pour 12,95€. Un Spirou. Alors, un Spirou part parce que maintenant ils me font chier avec cette collection. Ils ont changé. Avant c'était les Spirou part. Maintenant c'est un truc en indépendant, mais c'est quand même un Spirou part, mais ça n'en est pas un. Enfin, bon. C'est une plus grande liberté, on va dire, éditoriale au niveau de la mise en page. C'est géré par Panini ? Non, mais après, ça leur permet de faire des albums de formats différents, de pagination différentes. C'est géré par Panini ? Non. Disons que je pense qu'au départ, il y avait une volonté de faire un truc de luxe dans les Spirou Part. Puis ensuite, je pense qu'ils se sont dit, oui, mais on va peut-être aussi vouloir en faire un truc populaire en faisant des albums populaires de gens qui donnent leur vision... Non, je vais pas ressortir le mot populaire. Ouais. Non, mais qui donnent leur vision à la cool, sans se prendre la tête et sans essayer de faire un grand œuvre sur le personnage chéri de leur enfance. Libon, pour le coup, là, il nous fait du Libon. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas la couverture que j'ai trouvée, mais c'est une couverture du magazine, qui est pas très très éloignée de la couverture de l'album. En fait, c'est Angoulême, il y a eu le festival de la bande dessinée, et il y a un grand problème qui arrive. Plein de gens tombent malades et deviennent fous en se prenant pour leurs personnages, pour les personnages de bande dessinée. Et donc, on a tendance à penser que Spirou n'est pas Spirou et qu'il est fou. Ils se mettent dans l'enquête avec Fantasio, qui lui a pété un câble. Je sais plus, je crois qu'il se prend pour Tintin ou un truc, ou le Capitaine Haddock, je sais plus. Enfin, Capitaine Haddock. Ça part sur une histoire complètement débile, avec un humour à la Libon. Entre le Jules et Libon, parce que Jules, c'est le 50 nuances de grec, c'est, il me semble, non, c'est pas celui-là, c'est pas le nôtre. Silex and the City. Silex and the City. C'est pour celui-là qu'on le connaît. Ouais, plus. Silex and the City. Mais c'est l'autre qui m'est venu en tête parce que je trouve le titre trop drôle. Voilà. Silex and the City est pas mal. Donc, Jules, il a cet humour qui va plus essayer de faire de la critique sociale par l'absurde. Là, il ne s'agit même pas de faire de la critique sociale par l'absurde, il fait de l'absurde, du Spirou par l'absurde. Et avec le dessin de Libon,
qui fait de l'absurde souvent et des trucs. Tu connais sûrement sa série sur les libraires qui est une des meilleures séries sur les libraires de Libon. Le dernier, c'est les Cavaliers de l'Apocodispe. L'Apocodispe, qui était très drôle, ouais. Comment ça s'appelle son truc sur les libraires à Libon Les libraires de l'Apocodispe? Non, c'était dans le journal de Spirou. Serial Lecteur. C'était des petits strips en 4 cases. Les Animal Lecteurs. Animal Lecteur, ouais, c'est ça. C'était Libon, ça ressemble. C'est pas le bien même que c'est dessin. Libon. Il me semble bien que c'est Libon. Je me rappelle. Je dis peut-être une connerie. C'est à vérifier. Vérifiez les gens. Quelqu'un peut vérifier en live que Animal Lecteur c'est Libon. Que je dis pas une connerie. C'est un style graphique moi que j'aime bien. C'est un humour qui me fait rire. C'est du Spirou. Maintenant, clairement, si on cherche la nostalgie et le grand Spirou et la belle aventure fantastique, c'est pas vers ce tome-là qu'il faut aller. Il faut le prendre comme un petit divertissement sympa, une reprise amusante. C'est Libon. C'est Libon. Une reprise amusante de Spirou. Et j'ai rigolé Et Sergio Salma au scénario. Sergio Salma, qui a fait un truc avec Trondheim sur comment on fait une bande dessinée qui est vachement bien aussi. Voilà. J'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. C'est pas le meilleur Spirou que j'ai lu, mais c'est pas le pire non plus des dernières adaptations que j'ai pu lire. Donc c'est en soi une certaine qualité. Et à vous, qu'avez-vous pensé de ce Spirou chez les fous Vous n'avez peut-être pas grand-chose de plus à dire, j'en conviendrai. Oh bah écoute, en rentrant d'Angoulême il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rassuré en me rendant compte que je n'étais pas tombé malade, donc j'étais content. Non, franchement j'ai passé un très bon moment, j'ai bien rigolé. C'est pas forcément évident de rentrer dans le délire. Heureusement pour moi, j'ai finalement lu très peu de Spirou, donc je me suis pas accroché au code générique de Spirou, donc j'ai pu rentrer dedans assez facilement. Mais j'imagine que voilà, on peut très rapidement passer à côté si on s'imagine tomber sur du Spirou. Ça demande aussi un petit peu de ref en BD franco-belge, parce qu'il y a quelques blagues qui tombent. Il y a un peu, ouais, mais enfin c'est marrant, c'est décalé, c'est de l'humour con et de l'humour bête, mais dans le bon sens du terme, quoi. Franchement, moi je me suis bien marré. Moi j'ai trouvé que c'était mignon, Libon, voilà, Libon mauvais, hein, c'est ça Non, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est pour inviter les nanas à manger, ça. Pour inviter les meufs, ouais, tant pis. Mais pour les libraires, ça marche pas, Libon mauvais. Je sais pas, je soumettrai à mon associé. Ouais, donc j'ai trouvé ça sympa. Moi j'aime bien Libon, voilà, donc ça correspondait bien. Par contre, je trouve juste que le fait que ce soit calé sur un Spirou, c'est relativement commercial, parce que finalement, que ce soit Spirou ou Polo Duchamp, ça change pas grand-chose. Il y a un lien qui justifie la recherche de Spirou qui doit retrouver Fantasio. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, on aurait posé dès le départ que c'est un frère qui cherchait sa sœur ou une sœur qui cherchait son frère. Bon, ça marchait aussi bien, quoi. Et du coup, l'argument est un petit poil commercial, ou quoi. Ouais et non, en même temps, justement, faire ça avec un grand classique de la BD, ça exacerbe le côté absurde, je trouve. Oui, il y a une forme de mise en abîme du personnage qui recherche le personnage, qui se prend pour un autre personnage, mais qui ne se prend pas réellement pour... Ouais. Je veux revenir juste sur un côté aussi graphiquement. Libon a une approche de Spirou qui est très différente de son style classique. Il a essayé de faire... Pour le personnage de Spirou. Pour le personnage de Spirou. Le Spirou, c'est-à-dire que tous ces personnages tels qu'on le voit, c'est des personnages de Libon, quoi. Mais son Spirou, il a essayé d'aller choper les caractéristiques vraiment... symbolique. Il s'est un peu appliqué, quoi. Voilà, symbolique de Spirou. et je trouve qu'il marche bien, son Spirou, visuellement, en fait, au milieu de ses personnages. Mais bon, c'est juste le détail. À toi. Très rapidement, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais en même temps, j'ai passé un bon moment aussi. Après, si je voulais dire un truc quand même, et forcément j'ai oublié. Spirou chez les fous, non, je me rappelle plus. C'est pas grave, donc voilà. C'est ça, souvenir pas impérissable. Oui. Si, je me rappelle. C'est ce que j'appelle de la BD de bibliothèque. C'est le type même de BD que je veux pas avoir à la maison, mais par contre que j'emprunte volontiers à la bibliothèque. D'accord. Voilà. Avis aux bibliothécaires. Nous allons devoir augmenter notre classement de BD. On avait des BD de chiottes, des BD de bibliothèque, maintenant qui viennent d'arriver. Il faudrait qu'on fasse une sorte de classification sur les types de BD. Les BD de couloir. Tu les lis, mais vite, voilà, en passant. C'est ça. Donc, non, mais c'est important, parce que les BD de chiottes ne sont pas forcément des mauvaises BD. Ah non. Donc, il y a de très bonnes BD de chiottes.
C'est Tu finis important. par sentir mauvais, mais... La bonne BD de shot, c'est très très important. Ouais. C'est un style très difficile à maîtriser. Hein. Oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Comment je fais une transition là? Je dis, Si vous Thierry, ne voulez pas qu'on soit dans la merde, Donnez-nous des sous. donnez-nous des sous. Comme ça, on pourra lire autre chose que de la BD de chiottes. On pourra lire que de la bonne BD de chiottes. Non, on part donc en vacances. Là, on va se faire une petite pause estivale. Je crois qu'on aura réussi à tenir presque 46 publications hebdomadaires de podcasts sur l'année, ce qui est plutôt un score honorable. Plus qu'honorable. Un rythme assez... Exceptionnellement exceptionnel. un rythme un petit peu... grâce à notre fatigant dictateur. pour le moment. Vous pouvez le voir que sur cette dernière émission, il y a plus de BD que j'ai pas lu que d'habitude et je pense que les vacances sont les bienvenues. Voilà, vous pouvez nous aider bien sûr en allant sur lavoidesbulles.fr, toutes les infos sont données. On revient, j'espère, courant septembre pour les émissions. Allez, on va viser au plus tard fin septembre. Ça serait déjà pas mal. Ouais, non, mais en fait, nous, on va bosser ça avant. Hein Ouais. Même si tu dois m'expliquer pourquoi du comment machin, mais on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Ils nous invitaient pas tous à la piscine là pour qu'on puisse en discuter. Oui, mais on pourra le faire, Mais, Il est mais plein de vibes, ça sera- plein de ça- trucs ça à sera faire. pour en Qu'est-ce qu'il y a à discuter. faire Ça sera Je pour en peux pas te discuter. dire, tu vois, il y a Zelda. Ah, ok, d'accord. Putain, ce serait le bon moment, même pas cet été, je crois que j'aurais même pas le temps de me mettre sur un jeu vidéo, c'est l'horreur. On va passons aux choses plus venteuses. Retour de BD et des Sinon- glaçons. Non. Sinon, tu sais quoi, tu J'ai peux deux aussi émissions faire à monter. à la Patrick Poivre d'Arvor, hein, c'est enfin celui des guillemets, hein, sans transition, ça marche bien aussi. Ouais, j'ai deux émissions à monter de des BD et des glaçons qui Oui. sont encore sur mes disques durs 15 jours. Peut-être que je pourrais faire ça, ces vacances-ci. Hein Ce serait une sorte Ça d'exploit. pourrait être bien. Ouais, on serait plus trop dans l'actualité, mais... Ah, alors, ouais. Là, clairement, en termes d'actu, c'est des trucs qui ont 5 ans, 6 ans. Parler de la BD Valérian alors que le film n'est pas encore sorti, ça commence à dater maintenant. Hein. Ouais, mais ça peut être un document d'archives. Ouais, c'est ça. Je Hein vais y C'est réfléchir. pas Klaus Barbie, mais quand même. Voilà. Et puis, depuis, il y a des logiciels de montage gratos vachement plus efficaces qui sont sortis. Et j'ai même des logiciels de montage payants grâce au boulot. Donc, Tu peux c'est être cool. peut-être un poil moins exigeant. On peut avancer, les gars, ou Ouais, mais on Ouais, avance surtout qu'il y a avant ton timer fonction qui a du vent. démarré. Damien Ah oui, et d'accord, mon l'empreinte du timer vent. a démarré. Ouais, Ok, c'est tu ça. peux le remettre à zéro aussi. J'ai pas le bouton, mais il faudrait que j'en trouve un. Ouais, Ah, effectivement. c'est pas mal. Alors Damien, c'est un bateau, c'est pas quelqu'un. Enfin, ça peut devenir un personnage quand même dans notre histoire à part entière. Alors, on se positionne tout d'abord en juillet 65 à Grenoble, une ville qui fait rêver. On est en pleine nuit, il y a une belle lune et deux jeunes garçons, Jérôme et Gérard, se baladent sur les toits de la ville, admirent le panorama, ils veulent refaire le monde, etc. Mais ce monde qu'ils veulent vraiment découvrir, eh bien c'est en suivant une idée folle, celle de faire un tour du monde à la voile. Et c'est pas qu'une discussion entre gamins, parce que 4 ans plus tard, après beaucoup de sacrifices, de petits boulots, d'argent mis de côté, de coups durs, etc., ben, l'équipage du Damien prend enfin le large en partant du port de La Rochelle. On retrouve donc les deux amis, Jérôme et Gérard, plus un troisième larron, qui se font la main pour partir dans un premier temps en direction de l'Angleterre, histoire de tester un peu leur fabrication avant de se retrouver directement au milieu de Gertrude, la troisième l'Atlantique. personne. Gertrude. Et non, le troisième Parce que personnage n'avait... Il y a Jérôme, Gérard, Gertrude, je trouvais que c'était... Pardon, vas-y, poursuis. Ok, les 3G. C'est plus les 2G, Les c'est 3G. les 3G. Non, Jérôme, c'est un J. Hein. C'est certainement pas un G. Allez, avance. D'accord, Géronimo. Donc une fois qu'ils sont arrivés en Angleterre, ils continuent en direction du nord, toujours plus au nord, direction l'océan Arctique. Je vous passe un peu les différentes péripéties, etc. Ils redescendent ensuite vers des cieux plus cléments. Ils font une escale très compliquée, très douloureuse dans des pays chauds. Là, il faut une grosse opération pour Jérôme, qui a une opération du rein. Hein. Tu t'en es remis depuis, Jérôme ? Ça va mieux. Et le troisième compagnon, lui, il quitte le navire. Donc ils se retrouvent plus que tous les deux pour continuer leur balade autour du globe. Et là, direction le pôle sud. Donc pareil, je vous passe les différentes tentatives, etc. Et on se retrouve in fine en septembre 73. Donc ils sont partis de 69 à 73 pour ce tour du monde. Retour à La Rochelle. Et Jérôme et Gérard, ils auront... tout au long de leurs différentes expéditions, réalisé énormément de premières inédites mondiales, comme notamment la remontée de l'Amazone, rencontrer des populations totalement reculées et isolées. Bref, c'était le voyage d'une vie pour ces deux jeunes gens, qui depuis en ont fait d'autres, et qui sont toujours amis, qui ont, en tout cas l'étaient toujours.
On a droit à l'un des protagonistes pour raconter cette magnifique histoire, à savoir le Gérard Janichon, qui est au scénario, Vincent au dessin et à la couleur. Et donc Gérard Janichon, il se place dans le costume du scénariste, il fait ça plutôt bien. Habitué aux grandes premières inédites, c'est un navigateur qui possède donc plusieurs cordes à son arc, ils ont été plutôt débrouillards les garçons. Le récit est assez bien rythmé, assez bien séquencé, beaucoup de flashbacks, ça rythme pas mal les choses. Beaucoup d'effets de style différents pour raconter le déroulé du récit. Les séquences sur le bateau avec des monologues ou des dialogues entre marins sont entrecoupés avec différentes rencontres, etc. Parfois on accélère un peu, on passe des mois, puis de temps en temps on se focalise un petit peu plus sur des moments vraiment plus intéressants, notamment dans les pôles. C'est pas facile de raconter une histoire, surtout quand elle est personnelle. C'est pas facile d'intéresser le lecteur. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? C'était une blague visuelle, vas-y, continue. D'accord. Mais bon, c'est peut-être là l'écueil de ce bouquin, c'est que tout est très bien raconté, c'est une aventure de dingue, c'est une expérience de vie de dingue, c'est une amitié de dingue, mais il n'y a pas de sentiment. Voilà, moi c'est ce qui m'embête un petit peu dans ce livre, c'est qu'on a une épopée absolument fantastique, 170 planches d'aventure à travers tous les paysages possibles du globe, les dessins sont très beaux, moi il y a des choses qui m'ont fait penser un petit peu à du Emmanuel Lepage. Voilà, franchement les réalisations à l'aquarelle sont très bien faites, mais ça manque de sentiment. Voilà, et c'est là à mon avis le seul vrai écueil de ce bouquin. C'est bien ficelé, il y a plein de choses à raconter, c'est bien raconté, mais tout ça de manière un petit peu trop neutre. Alors est-ce que c'est un choix volontaire de la part de Gérard Janichon de ne pas s'être plus étendu que ça, ou alors il avait peur, par pudeur, de trop se répandre, mais à mon sens, à mon goût personnel, ça manque un petit peu de cette dimension-là. Guillaume. Eh ben, je suis d'accord avec toi, et en même temps je me dis que quand tu fais une BD comme ça qui est du domaine du carnet de voyage, ils mettent trop de sentiments, justement c'est un peu compliqué, dans le sens où c'est peut-être plus sympa de laisser le lecteur se faire son propre avis. Ça dépend si tu veux être sur le versant documentaire de ce que tu as fait, ou si c'est sur l'aventure humaine, et là clairement il faut qu'on s'attache aux personnages pour rentrer avec eux, pour vivre avec eux les sentiments qu'ils ont pu ressentir, les émotions fortes de retrouver des gens, les émotions fortes de se retrouver seul en mer pendant des semaines. Oui, mais du coup le problème c'est plus de savoir qu'il n'a pas su se positionner en fait. Et moi j'ai trouvé le bouquin vraiment très joli, super intéressant. C'est comme tu disais, une aventure de fou. Les mecs sont quand même partis de zéro. Ils sont autodidactes pour 99% de ce qu'ils ont réalisé. Je dirais, le bateau a été dessiné spécifiquement pour eux. Je crois pas que Damien est... a priori, si j'ai bien tout lu Freud, Damien est unique au monde. C'est ça. Il n'a pas été produit en masse. Quand ils ont fait dessiner d'autres bateaux pour leurs autres aventures, où là ils en ont un chacun du coup. C'est vraiment c'est une histoire de dingue, c'est un truc de furieux qui à la limite te réconcilie un petit peu avec l'optimiste en te disant finalement en se donnant les moyens c'est possible. Par contre moi pour en revenir à ce que tu disais, il y a un truc qui m'a marqué quand même quand j'ai lu ce bouquin, c'est que déjà j'ai pas réussi à le lire en une fois parce que c'est trop volumineux pour le lire en une fois. Et en fait, tu l'ouvres, tu le lis, tu tombes dedans, c'est intéressant. Il y a même des passages passionnants. Mais bon, c'est l'heure de dormir, tu le fermes et puis en fait tu le rouvres pas le lendemain soir, tu y penses pas. C'est assez perturbant de se dire que voilà, t'es bien dans le bouquin, mais que finalement, en fait, j'ai lu d'autres choses entre temps, puis je l'ai ressorti, je l'ai avancé, puis j'ai encore lu d'autres choses, et puis je l'ai finalement fini. Mais je l'ai pas, j'ai pas eu ce côté, cette envie comme on peut avoir dans un feuilleton, par exemple, dire putain, je veux absolument savoir la suite. Il y a pas ce sentiment-là, sûrement, comme tu disais, rapport au fait qu'il n'y a pas de sentiment, que c'est un peu trop neutre, il y a peut-être un peu trop de recul sur l'histoire. En tout cas, ça reste une bonne BD, c'est intriguant, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, et puis le bouquin est vraiment bien réalisé, mais
Voilà, ça peut effectivement, on en parlait il y a 2 secondes, se mettre dans un couloir, on en lit un morceau, puis 3 jours après on en lit un autre, et puis 2 mois après on avance, voilà. Par contre, contrairement au tout premier dont on a parlé, même si ça fait plusieurs jours que tu l'as lu, quand tu le réouvres pour te remettre dedans, ça revient direct. Ouais. Ok, Damien, L'Empreinte du vent de Gérard Janichon au scénario, Vincent au dessin et à la couleur, chez Vent d'Ouest, pour 25 €. 168 pages. Quel poids? J'ai pas le poids, mais... Attends, putain, 2 tu secondes, fais là. pas bien ton boulot, là. Ouais, vas-y, le poids, ouais. 867. 800, c'est pas mal, un beau bébé. On revient au classique, au plaisir de notre enfance, avec le Hawkmoon numéro 2 par Jérôme Legris, d'après Michael Moorcock, avec Benoît Delac au dessin, et Bruno Tati, Greg Loffé, Arancia Studio et Angelina Rodriguez à la couleur. J'ai pas compris pourquoi j'avais autant de coloristes notés, chez Glénat pour 15,50 €. Tiens, passe-moi l'album, je l'avais pas sous les mains pour savoir pourquoi j'avais autant de coloristes. Et je laisse Guillaume nous faire le pitch. Alors, ça va être compliqué de faire un pitch sans en raconter trop sur le tome 1. Puisque c'est une suite. Parle du tome 1, t'as le droit, tu parles du tome 2, t'as le droit de parler du tome 1. Donc voilà, Dorian Hawkmoon, duc de Colne, a perdu dans sa bataille contre l'Empire grand-breton. Donc le duché de Colne est tombé, il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé affublé du joyau noir au milieu de son front, et envoyé en Camargue avec pour mission de... kidnapper Iselda, la fille du comte Hérin, pour faire tomber le comte Hérin qui résiste à l'envahisseur grand-breton. Ouais, on est dans du post-apo. Médiéval. Ça a un côté post-apo et en même temps ça a un côté très médiéval fantastique aussi, même si post-apo amène le côté un peu techno, ancienne techno que les Grands-Bretons étudient mais qui date du millénaire perdu. Mais on est en Europe aussi à ce côté-là. Voilà, on est en Europe aussi, donc la Camargue s'écrit avec un K et sans UE à la fin. Bref, voilà. Donc c'est un univers très très riche donc Hawkmoon s'inscrit dans le multivers de Moorcock Avec des flamants roses de combat. Oui, tout à fait. Et des machines volantes de combat aussi. Et donc il fait partie donc du multivers de Moorcock qui s'inscrit dans la légende du champion éternel. Et dans ce tome 2, Hawkmoon, affublé de son joyau noir, va devoir essayer de composer avec le fait qu'il ne veut pas aider l'empire grand-breton, mais en même temps, s'il ne fait pas ce qu'il lui demande, il risque de se retrouver réduit à l'état de légume, puisque par le biais du joyau noir, ils peuvent clairement lui liquéfier le cerveau. Comment il va s'en dépatouiller, comment il va réussir à bloquer tout ça pour résister, et puis peut-être finalement trouver une solution à son problème. En tout cas, on reste dans la lignée du premier. Pour moi, une bonne, voire très bonne adaptation des romans de Moorcock. Je trouve qu'on y retrouve tous les ingrédients importants. Après, c'est une adaptation, donc forcément, il y a une interprétation de l'histoire. Donc forcément, il y a toujours plusieurs points sur lesquels on ne va pas s'y retrouver. Mais globalement, je trouve que l'essence de Hawkmoon est là. Elle est présente. Les éléments importants sont utilisés, sont cités. Et franchement, j'ai eu énormément de plaisir à lire le tome 2, au moins autant qu'à lire le tome 1. Donc, si vous aimez Moorcock et son multivers, allez-y. Franchement, c'est très sympa. Par rapport à Elric, justement ? Et la qualité de l'adaptation est dans la droite ligne de la qualité d'Elric, en fait. Puisque je vous avais enquiquiné avec Elric aussi dans l'émission, je sais plus laquelle, mais... Il y a fort longtemps. Fort pas tant que ça. Mais... Oui, et en fait, alors déjà, il a un énorme avantage par rapport à l'adaptation faite chez Glénat d'Elric, c'est que a priori la sortie devrait être plus régulière. Et on est vraiment des gens qui ont aimé l'univers et qui le respectent et qui en font quelque chose de vraiment très sympa. Le premier tome, on l'a chroniqué dans cette saison-là de nos émissions. De Hawkmoon, oui, peut-être au tout début. Peut-être au tout début de la saison. Et mais franchement,
Après, voilà, faut aimer l'univers, faut aimer les romans. Si vous aimez ce genre d'univers et ce genre de roman, bah allez-y, franchement, même si vous n'avez pas lu le roman, c'est l'éclate, c'est vraiment très sympa. On a l'épique, on a le destin tragique. Et même si vous n'avez pas joué au jeu de rôle dans les années 90. Ah bah oui, non mais il n'y a pas besoin. Surtout qu'ils l'ont ressorti, il est beau, le nouveau. Ouais, je l'ai à la librairie, venez l'acheter. Jérôme ? J'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Guillaume. Je partage, je plus sois, j'approuve, j'abonde. Oui, j'ai un peu plus à dire. J'en reviens toujours au fait que les Grands Bretons ont un design de merde dans cette BD, ce qui n'empêche pas la qualité du dessin. Non, ils ont un design de merde, les Grands Bretons, dans cette BD. Ah ben, il y a toujours le problème des casques, mais bon. Oui, voilà. Même s'ils ont fait des efforts sur les casques autres que ceux du loup, parce que maintenant qu'ils ont dessiné ceux du loup, ils peuvent plus s'en dépatouiller. Mais Ceux de la mouche, ils sont pas mal. Ouais, non, il y a eu des efforts qui ont été faits sur les masques Grands Bretons. Mais sur les loups, c'est trop tard. Ouais, et pourtant, les loups sont importants. Ben oui. Voilà. Donc, ce que j'ai particulièrement apprécié, et je pense que ça vient de l'œuvre de Moorcock au départ, c'est que je trouve que ça tient la route scénaristiquement et qu'il n'y a pas de raccourci scénaristique. C'est-à-dire que quand Hawkmoon débarque chez le comte d'Airain, ils font pas confiance de suite au mec. Non mais t'es qui toi ? Prouve-nous que t'es qui tu es. Ah non mais t'es quand même louche. Et c'est quoi le truc que t'as sur le front là ? Explique-nous. Enfin, tu vois que les mecs, ils insistent un bon moment avant de lui dire bon, on devrait pouvoir lui faire confiance. Et encore, ils ont un petit doute. Il y a tout un côté préparatif de la bataille, parce que le titre de l'album c'est la bataille de Camargue, c'est le point culminant de l'album. Il y a tout un côté préparatif où il te rentre dans le côté stratégique, où il t'explique comment est-ce qu'ils vont s'organiser, comment est-ce qu'ils espèrent que ça se passe, etc. Qui est assez rare en bande dessinée. En général, on te met dans le feu de l'action et on t'explique après que oui, mais on a fait ça parce qu'on a voulu faire ça, machin chose, etc. Que j'ai trouvé plutôt intéressant et d'un point de vue dialogué, plutôt bien amené, parce que c'était pas du narratif, c'était du dialogue qui te raconte ça. Et une bataille qui est menée avec ses surprises, parce que bien sûr ça ne se passe pas comme le plan prévu exactement, qui marche plutôt bien. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une cohérence dans le travail des relations entre les personnages, de la confiance qui se font entre eux, parce que tu prendrais n'importe quelle histoire d'Heroic Fantasy, t'as le gars qui arrive qui dit « Bonjour, je suis le duc déchu de machin chose. Ah, bienvenue mon compagnon, travaillons ensemble !» Enfin, dans toutes les histoires d'Heroic Fantasy que tu trouves, c'est comme ça que ça se passe en général. Souvent, mais là, comme tu dis, ça vient des romans en fait. Et voilà. Même il y a 2-3 petits raccourcis dans la BD parce que le roman, il a beaucoup plus travaillé toute cette partie, mais en même temps, il avait la place de le faire dans le roman. Toute cette partie, comment on fait est-ce que c'est bien lui Ce qui fait qu'on a des personnages secondaires que tu as du mal à savoir s'ils sont gentils ou méchants parce qu'ils sont un peu antagonistes du héros à un moment. Je pense aux scientifiques là où tu te dis Noble Jean. Noble Jean, tu te dis au début tu dis c'est peut-être une ordure, mais en fait tu dis non, mais en fait non, c'est normal ce qu'il a fait quoi. Le mec c'est voilà et je trouve ça les personnages sont bien écrits, globalement, même les méchants, enfin tout tient la route. L'inquiétude que j'ai, c'est que malheureusement, et ça vient encore des romans, hein, je peux rien dire sur l'adaptation, c'est que la quête qui va suivre dans le tome suivant, je m'en souviens plus, j'ai lu le roman il y a tellement longtemps, ça sonne vraiment le MacGuffin à 2 balles. Le MacGuffin, c'est le truc qu'Hitchcock disait, on s'en fout de ce que va chercher le personnage pour résoudre l'intrigue, l'important c'est qu'il aille le chercher. Tu vois, c'est... Non. Je me souviens plus des romans, hein, donc je peux pas Non, c'est un peu plus construit que ça. Voilà. Mais là, dans ce tome-là, t'as l'impression qu'ils disent bon maintenant qu'on a réussi à faire ça, si t'allais là-bas chercher le truc que tu n'es pas sûr de trouver. Alors ça, c'est un truc. Il est obligé d'y aller, hein, il a pas le choix en l'occurrence. C'est un truc où on l'a pas très bien senti dans la BD, mais en fait, il y va en sachant pertinemment que ça donnera peut-être rien, mais il est désespéré, il a pas le choix. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, ça reste une très bonne adaptation. On attend le tome 3. C'est exactement ça, j'ai bien aimé. Mais comme je dis, très bonne adaptation, ça ne prend pas le pas sur les romans, je pense. Ça a les qualités des romans, ça a les qualités d'une bonne adaptation, ça n'en fait pas quelque chose qui transcende l'œuvre originale et qui en ferait quelque chose d'exceptionnel. Ah non, pour le coup, vaut vraiment mieux lire les romans, là. Oui. Voilà.
Donc Hawkmoon par Jérôme Legris et Benoît Delac chez Glénat pour un tarif que je ne retrouve plus parce que ma tablette c'est encore 15 €. Ouais, 15,50 € je dirais même si parce qu'ils aiment bien les virgules. C'est ça, c'est 15,50 €, comme j'assure. Et c'est maintenant qu'on va lancer un truc de fou. On va lancer un œil sur Diablo 4 en 4 minutes. Tu as lancé le chrono ? Ouais, je lance le chrono. Ouais, c'est parti. Diablo 4 en 4 minutes. Alors, que dire de Diablo 4 ? Ça y est, c'est officiel. Ça a été lancé depuis tout début juin, là, le 6 de mémoire. La majorité des gros fous furieux ont torché les 100 niveaux, 50 niveaux réels, plus les points de parangon supplémentaires. Rappelle vite fait la base quelques quand même de ce jours. qu'on doit faire dans le jeu. On est dans un hack and slash. On a des classes, des archétypes classiques, sorciers, voleurs, barbares. On a le retour du druide, ça fait plaisir à certains. Et bien sûr, le nécromancien d'emblée n'a pas eu besoin cette fois-ci d'attendre une extension. Donc on doit taper sur des trucs pour gagner des points de vie, des XP. On tape, la base qu'on pourrait donner, c'est on tape pour gagner de nouveaux équipements et l'objectif est d'avoir le meilleur équipement possible. Donc on tape un maximum de mobs, on fait un maximum de quêtes pour obtenir un maximum de composants pour avoir les meilleurs équipements possibles. Bref, tout ça pourrait... Il y a une histoire aussi un peu. Et voilà, et c'est là que j'en viens, c'est que je trouve que vraiment on a une histoire qui est assez sympa, qui tourne autour de Lilith. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents de Diablo, on a toujours une guerre entre les archanges et les démons, bien évidemment. Et nous, on est au milieu, descendants des Oradrim, pauvres êtres humains, et on subit les combats entre ces deux grands géants que sont ces deux camps. Et on essaye de tirer notre épingle du jeu et de sauver l'humanité systématiquement. Et là, dans ce nouvel opus, je n'ai pas trop envie d'en raconter, mais bon, globalement, Lilith en a marre de ces guéguerres-là, et elle veut mettre fin aux deux royaumes, et pour arrêter les sacrifices de l'humanité. Bon, elle-même, elle traîne pas trop non plus quand il faut taper sur la gueule de quelques humains au passage pour arriver à ses fins. C'est pas non plus Mère Teresa. Non, mais ça se reproduit vite, ces petits machins aussi. Ah c'est oui, pas très voilà. grave. C'est ça, il y en a beaucoup. Et donc, chaque classe va avoir une part de scénario qui lui est propre, qui est liée à sa classe. Ça, c'est cool. C'est quand même plutôt sympathique. On a parfois l'impression de faire des choix. Je le dis bien, l'impression. Enfin, tu vas pas jouer à ce jeu-là pour faire des choix. C'est pas la base du jeu, et pour autant, je trouve que le scénario est quand même présent. On peut s'en affranchir une fois qu'on a terminé une première fois, mais on est obligé de finir le scénario une première fois. Et l'air de rien, ce scénario, si on a envie de lire les textes, les dialogues, qui sont somme toute assez intéressants, bien foutus, si on regarde les vidéos qui sont extrêmement bien foutues, eh ben ça prend du temps. Et donc on prend du plaisir avec le scénario de Diablo 4. Les esprits chagrins pourront toujours lui reprocher tous les maux du monde, je m'en fous. Il est mieux que celui du 3 ? C'est pas le propos, oui, bien sûr qu'il est mieux que celui du 3. C'est-à-dire que celui du 3 a été le plus léger de la série jusque-là. Voilà. Mais... Et je trouve qu'on retrouve un vrai plaisir à jouer. Je trouve également que Blizzard, pour un lancement de jeu qui était autant attendu, avec autant de connexions, autant de monde en simultané, etc., s'en tire pas trop mal. Il n'y a pas tant de problématiques que ça. Ils ont utilisé l'astuce des bêtas payantes pour tester leur serveur. Non payantes, puisque nous on a fait des bêta-tests serveurs non payantes. C'était totalement gratuit. C'était totalement gratuit. Mais voilà, je trouve qu'ils s'en sortent bien, et moi je prends un plaisir de dingue à y jouer. Je me fais ma petite dose quotidienne, dans la mesure du possible, et j'ai envie d'y revenir. Et je me suis déjà créé 3 classes. Alors j'ai une classe principale, sorcier en l'occurrence, et 2 classes annexes, nécro et barbare. Et à quel niveau ? La sorcière est 63 ou un truc comme ça, ou 4, donc je commence à avancer gentiment. J'ai fini l'histoire principale, j'ai attaqué le début du endgame et je verrai le fin du endgame un petit peu plus tard, mais je prends mon temps, tu vois. J'ai monté d'autres classes à côté, niveau 20, 30, petit 30, un truc comme ça, pour le plaisir, parce que vraiment c'est plaisant. Il y a plein de quêtes annexes. Moi je me pose une question, parce que Diablo on l'a défoncé dans le 1, dans le 2, dans le 3. Ils ont osé le remettre dans le 4 ou pas ? Non. Par contre, on a plein de références, il y a plein de peintures, les décors sont splendides. Oui, non mais ça d'accord, mais c'est juste que, moi dans le 3, tu commences avec d'autres démons, des machins, tu dis machin, et puis finalement tu retombes sur eux, tu fais sérieux, Gary, il faut te tuer combien de fois, quoi. Si je te dis Inarius, si je te dis Ratma, c'est censé te parler. Et ce sont des personnages qui sont dans l'histoire cette fois-ci.
Voilà. J'avoue que je connais pas Et donc, suffisamment bien les scénarios. C'est plein de clins d'œil comme ça, il y a plein de peintures, c'est absolument magnifique. Moi, je ne peux que vous le conseiller, même s'il est vrai que le prix de départ au lancement est un petit peu cher pour certaines combien bourses. 70 € tarif officiel. C'est le prix d'un jeu neuf, voilà. dernière génération. C'est ça. C'est le prix d'un gros jeu maintenant. Sachant ça choque pas. ils ont déjà fait 3 mises à jour correctes pour écouter justement les remontées des joueurs, et que la première saison du jeu va pas tarder à arriver, et qu'ils ont déjà terminé ou presque la première extension, et qu'ils bossent en ce moment sur la deuxième extension. Donc il y a vraiment de la profondeur derrière. Extension gratos ? Bien sûr que non, on est chez Blizzard. D'accord, non mais faut demander, on sait jamais, ça arrive. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé les premiers Diablo, si vous aimez, maintenant on clique plus comme un bourrin sur sa souris, hein, ça tape tout seul, c'est ça Non, tu peux toujours cliquer comme un bourrin, mais c'est une façon de jouer légèrement différente quand même. Et puis voilà. Mais bon, si vous aimez tuer du monstre à la chaîne pour avoir des nouveaux trucs plus forts qui vont s'afficher en vert dans votre inventaire. Non, ça ne sera pas en vert parce que pour l'instant les sets d'équipement n'ont pas encore été implémentés. D'accord. Bon, bah, c'est Diablo 4 et tu adores et tu en reparleras jusqu'à la fin de tes jours. Oui, on fera cette fois-ci une petite chronique. Ouais, ça me fait chier parce que j'ai aussi des trucs qui me font chier, oui. mais c'est pas l'ordre du jour. Eh ben merci. Mais il a bien tenu le temps, hein. De quoi ? Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que voilà. je dis bravo. C'était pas mal. C'est ça. J'ai lancé la fin du générique. Voilà. Et là, le lancement, il est comment ? Il est pas mal aussi ? Quoi ? Ouais. Non, mais j'ai appuyé sur le nouveau bouton. J'étais trop pressé de finir. Pas mal. Eh bien, je sens que mon jingle de fin pour finir cette saison va partir comme de la merde parce que j'ai des boutons que j'ai appuyés où j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit. Passez un bon Avec été. un générique. Passez un bon mois d'août. Le générique qui part en vacances aussi. Ouais, le générique il part en vacances. Et à l'âge dessus, normalement, il va se lancer tranquille. Comme il faut, tu vois, regarde, il est lancé en fond, en bruit de fond, tout doux. On peut dire au revoir tranquillement aux gens, leur faire des bises de tout notre cœur. Non, on a dit qu'on utilisait trop les cœurs. De ne pas avoir de problèmes climatiques pendant l'été, de passer un bon moment, de réussir à se reposer tout comme nous, et de prévoir plein de nouvelles choses pour une rentrée exceptionnelle, tout comme la nôtre. Parce que toutes nos rentrées sont exceptionnelles parce qu'on les fait. Et en soi, c'est exceptionnel. C'est déjà pas mal. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Ciao. Ciao les gens. Salut tout le monde. Un petit truc comme ça, je vais dire podcast.